J'ai tout perdu. Pas seulement les murs de pierre dorée de ma maison de campagne, ni même le statut social que le mariage me conférait, mais ce qui m'a le plus dévasté, ce fut de perdre le respect aux yeux de ceux qui, jadis, me considéraient comme leur propre sang. Stéphane, mon ex-mari, ne s'est pas contenté de me tromper. Il m'a banni de notre foyer, m'a humilié publiquement, et avec une fierté glaçante, il a planifié ses noces avec Manon, sa maîtresse, cette femme beaucoup plus jeune pour qui il avait brisé notre vie. Il pensait que j'étais fini, anéanti, une coquille vide errant dans les ruelles de notre village en Provence. C'est alors qu'une enveloppe au papier épais et luxueux est arrivée dans ma boîte aux lettres. Une invitation de mariage. Mon nom, Valérie, y était calligraphié. Ce n'était pas un geste de bonté ou de réconciliation, non, c'était un acte de cruauté pure. Stéphane et sa famille voulaient que je sois là pour me voir pleurer, pour me voir m'effondrer devant leur bonheur affiché et, peut-être, pour me voir supplier. Sa famille, que j'avais chérie pendant des décennies, l'avait soutenu sans la moindre hésitation. Ils avaient ri dans mon dos, effaçant mes années de sacrifice comme s'ils n'avaient jamais eu la moindre importance. Je me tenais là, dans le petit salon de l'appartement modeste où j'avais trouvé refuge, l'invitation tremblant entre mes doigts, confuse et silencieuse. Le poids du chagrin m'écrasait la poitrine. C'est alors que Monique, ma mère, a levé les yeux vers moi. Elle était assise près de la fenêtre, baignée par la lumière du sud, et sur son visage s'est dessiné un sourire serein, presque imperceptible, qui contrastait violemment avec la douleur sourde qui remplissait la pièce. Elle s'est approchée de moi avec cette lenteur rassurante qui la caractérisait, a posé une main sur mon épaule et a chuchoté « Valérie, vas-y. Va à ce mariage. Ouvre le spectacle. » À cet instant précis, quelque chose a changé en moi. Une étincelle, enfouie sous des tonnes de cendres, venait de se rallumer. Ils croyaient tous que j'étais faible. Stéphane, Manon, la belle famille. Ils n'avaient aucune idée de la vérité que je portais en moi, des preuves tangibles que je possédais et de la justice implacable qui attendait son heure, tapie dans l'ombre, prête à surgir dès que la musique cesserait. Autrefois, j'étais cette épouse loyale, celle qui faisait confiance sans jamais poser de questions, celle qui aimait sans limite, persuadée que le mariage était un sanctuaire de sécurité éternelle. J'avais investi mon temps, chaque minute de mes journées, mes économies personnelles et mon âme entière pour construire cette maison de campagne, ce havre de paix où je croyais que le respect régnait en maître. Mais dans mon dos, Stéphane avait choisi la trahison. Il avait choisi les mensonges. Lorsque son infidélité avec Manon a été révélée au grand jour, il ne s'est pas excusé. Pas une seule fois. Au contraire, il m'a blâmé. Il m'a traité de problème, de poids mort, et il m'a forcé à quitter cette maison que j'avais, pierre par pierre, aidé à bâtir. Sa famille observait la scène en silence, détournant le regard comme si ma douleur était invisible, comme si les décennies passées à les soigner, à les nourrir, à les aimer, s'étaient évaporées dans le Mistral. Je suis parti les mains vides, le cœur lourd comme une enclume. Et tout le monde au village a cru que mon histoire s'arrêtait là. Ils pensaient que Valérie était brisée, vaincue, seule. Ce qu'ils n'ont jamais remarqué, c'était la nature de mon silence. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de l'observation. J'analysais chaque mouvement, je mémorisais chaque détail, et je me préparais pour une vérité qui, un jour, exigerait justice. Après mon départ silencieux, la trahison est devenue plus profonde, plus aiguë, car Stéphane n'était pas le seul à me détruire. Sa famille, ces gens avec qui j'avais partagé tant de repas du dimanche, a accueilli Manon à bras ouverts, comme si elle avait toujours appartenu à ce lieu. Ils ont cessé de répondre à mes appels. Ils ont décroché mes photos des murs de la maison de campagne pour les remplacer par des paysages impersonnels ou des portraits du nouveau couple. Ils ne prononçaient plus mon nom que comme on mentionne une erreur regrettable qu'on est soulagé d'avoir effacée. La maison est devenue un endroit interdit, une forteresse où l'on me traitait comme une étrangère indésirable. Au village, l'atmosphère avait changé. Ceux qui, autrefois, louaient ma patience et ma gentillesse me traitaient désormais de faible pour être parti avec dignité, sans faire de scandale immédiat. Les membres de la famille qui partageaient ma table m'évitaient désormais en public. Je les voyais détourner la tête lorsque je passais près du bistrot du village, chuchotant entre eux que je méritais ce qui m'arrivait, inventant des fautes imaginaires pour justifier leur lâcheté. D'autres feignaient simplement de ne pas me reconnaître, fixant l'horizon avec insistance. Chaque regard froid,
Chaque silence gêné me rappelait à quel point l'amour et l'amitié peuvent se transformer rapidement en jugement lorsque le confort de chacun est menacé. Je me sentais humilié. J'étais seul. Les réunions de famille continuaient sans moi, et j'apprenais par les rumeurs qui circulaient chez les commerçants qu'ils célébraient mon absence, riant de ma chute. Les nuits devenaient de plus en plus lourdes. Je restais éveillé, repassant leurs paroles cruelles dans mon esprit, remettant en question ma propre valeur, doutant de mon passé, me demandant comment une loyauté aussi totale pouvait être punie avec autant de cruauté. Mais sous cette douleur lancinante, quelque chose d'inconnu, de solide, commençait à se former. Une conscience silencieuse émergeait, leur cruauté n'était pas une preuve de force, mais de peur. J'ai commencé à noter des détails que j'avais ignorés auparavant par amour ou par confiance aveugle. J'ai commencé à me souvenir de conversations surprises, de mots échangés à voix basse qui auraient dû rester cachés. Et surtout, je me suis souvenu de documents. Des signatures, des contrats, des promesses écrites qu'ils supposaient que j'avais oubliées dans le tumulte de la séparation. Monique m'observait de près durant ces jours sombres. Elle ne me pressait pas, ne me posait pas de questions intrusives. Elle me rappelait simplement, par sa présence tranquille, que la vérité ne disparaît pas simplement parce que les gens décident de la nier. La même famille qui m'avait mise de côté a commencé à montrer des fissures dans son image parfaite. J'entendais dire qu'ils se disputaient pour de l'argent, pour le contrôle de certaines propriétés, pour l'organisation du mariage. Ils ne se rendaient pas compte que chaque écho de leur querelle aiguisait ma détermination. Ils croyaient que j'étais impuissante parce que j'avais choisi de ne pas hurler ma rage sur la place publique, mais mon calme a été confondu avec de la reddition. Alors qu'ils se moquaient de ma patience au bistrot, je gagnais en clarté. Je comprenais à quel point leur mensonge était profond et à quel point leur avenir, qu'ils croyaient assuré, était en réalité fragile. Ma douleur s'est transformée en concentration. Mon humiliation est devenue un objectif. Ma solitude s'est muée en stratégie. J'ai réalisé qu'ils ne m'avaient pas seulement trahi émotionnellement. Ils s'étaient exposés légalement et moralement, comptant sur le fait que j'étais trop brisé pour réagir. Ce fut leur plus grande erreur. Plus ils m'ignoraient, plus je devenais forte, car je n'avais plus besoin de leur approbation. J'avais seulement besoin du moment adéquat, celui où ils seraient le plus vulnérables, gonflés d'orgueil, prêts pour un nouveau départ construit sur mes ruines. Je n'étais plus l'épouse oubliée qu'on avait renvoyée. J'étais la gardienne d'une vérité qui, un jour, se dresserait devant eux et exigerait son dû. Juste au moment où je pensais que leur cruauté avait atteint ses limites, le destin m'a envoyé son message le plus aigu. Un après-midi tranquille, alors que le soleil de Provence chauffait les pierres, j'ai trouvé cette enveloppe dorée sur mon paillasson. Elle brillait comme une mauvaise blague. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, le nom de Stéphane s'étalait fièrement à côté de celui de Manon, annonçant leur mariage dans un grand gîte de charme de la région, comme si cette trahison était un événement à célébrer. Ils ne m'invitaient pas par respect, ni pour faire la paix. Ils me voulaient là comme un trophée, une preuve vivante de leur victoire. Ils voulaient me voir brisée, petite, face aux amis, à la famille et aux inconnus qui ne connaissaient que leur version biaisée de l'histoire. J'imaginais déjà leurs murmures, leur sourire satisfait en me voyant arriver seul, leur espoir malsain que ma douleur se transforme en divertissement pour la soirée. Ma respiration est devenue lourde, saccadée, alors que les souvenirs m'assaillaient. Les nuits de larmes, les jours d'humiliation, les mois passés à être effacés de ma propre vie. Je me suis tourné vers Monique, la voix tremblante, et je lui ai demandé, pourquoi ? Pourquoi me ferait-il ça après tout ce que j'ai fait ? Et c'est là que je l'ai revu, ce sourire serein de ma mère, ce sourire qui n'apparaissait jamais par hasard. Elle a pris l'invitation de ma main, l'a lue lentement, comme on lit un verdict, et me l'a rendue avec un regard ferme, dénué de toute peur. Elle m'a répété de m'y rendre. Non pas pour mendier de l'attention ou donner des explications, mais pour être le témoin de la fin qu'ils n'avaient jamais vu venir. Ces paroles transmettaient une confiance absolue plutôt que de la colère, une certitude inébranlable plutôt que de la douleur. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que la balance commençait à pencher. J'ai compris que cette invitation n'était pas un piège pour moi, c'était une opportunité qu'ils avaient eux-mêmes créée par arrogance. Ils croyaient que j'arriverais les mains vides, inconsciente et impuissante. Mais ils ne savaient pas que je me souvenais de tout. Que je possédais encore. Que des vérités attendaient en silence le moment opportun pour éclater. Cette nuit-là, j'ai repassé chaque détail de mon passé, chaque signature sur laquelle j'avais apposé mon nom en toute confiance, chaque promesse faite sans témoin,
et chaque secret dissimulé sous leur sourire hypocrite. Le jour du mariage approchait rapidement. Avec lui venait la pression, le doute, la peur, mais aussi une clarté cristalline. J'ai compris que leur confiance reposait entièrement sur la supposition que je garderais le silence pour toujours. Ils comptaient sur les apparences, sur leur argent, et sur le soutien de ceux qui profitaient de ma perte. Jamais ils n'auraient imaginé que je franchirais le seuil de ce grand gîte de charme en portant ma dignité plutôt que ma honte, armé de connaissances plutôt que de colère. Chaque jour qui passait aiguisait ma détermination. Je me préparais émotionnellement, sachant que j'allais croiser les mêmes visages qui étaient devenus froids quand j'avais besoin de chaleur. Je n'étais plus la femme qui attendait devant leur porte en demandant à être écoutée. J'étais celle qui allait entrer dans leur célébration avec une intention sereine, guidée par la patience et la vérité. Lorsque le jour du mariage est arrivé, ma peur s'était transformée en un contrôle silencieux. Parfois, la vengeance la plus forte n'est pas la destruction, mais la révélation. Ils étaient sur le point d'apprendre que le passé qu'ils avaient enterré n'avait jamais vraiment disparu. Je suis monté dans ma vieille Citroën 2CV. Ce n'était pas une voiture de luxe comme celle qu'ils allaient afficher, mais c'était ma voiture, mon symbole de liberté et de résilience. J'ai conduit à travers les routes sinueuses de Provence, les champs de lavande défilant par la fenêtre, le cœur battant mais l'esprit froid. Quand je suis entré dans la salle de réception du gîte, la musique remplissait l'air. L'odeur riche du bœuf bourguignon et du vin rouge flottait, promettant un festin traditionnel. J'étais entouré de sourires, mais j'ai gardé mon calme, le cœur ferme, passant devant des gens qui, quelques semaines plus tôt, refusaient de croiser mon regard au village. J'ai pris un siège en silence, au fond, pendant qu'ils célébraient sur l'estrade. Stéphane et Manon se tenaient la main, riant, persuadés que l'histoire était déjà finie à leur avantage. La famille de Stéphane m'observait attentivement, attendant des larmes, un scandale, de la colère. Mais je ne leur ai rien donné de tout cela. Juste un silence lourd qui a commencé à les incommoder. J'ai attendu. J'ai écouté les discours hypocrites, les mensonges loués comme de l'amour éternel, la trahison déguisée en victoire du destin. Le moment est arrivé sans bruit ni avertissement. L'instant exact où Monique, assise à quelques rangs de là, m'a regardé, m'a serré la main à distance et a hoché la tête. C'était le signal. Je me suis levé lentement. J'ai senti tous les regards converger vers moi. Non plus avec mépris, mais avec une curiosité soudaine et inquiète. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé avec hystérie. J'ai simplement parlé avec une clarté limpide, demandant que la vérité soit révélée. Un représentant légal, que j'avais engagé et qui attendait discrètement près de l'entrée, s'est avancé. Il tenait des documents officiels. Des papiers portant mon nom. Des signatures qu'il n'avait jamais considérées comme importantes. Des registres qu'il supposait oubliés ou détruits. Il a ouvert les dossiers sur une table, a commencé à lire les faits d'une voix monotone mais audible par tous. La salle est passée de la célébration bruyante à une confusion totale, puis à un silence de mort. La maison de campagne dont il m'avait chassé? Elle n'avait jamais été légalement à Stéphane. Elle avait été achetée avec mes fonds personnels, héritée de ma famille, et enregistrée sous des accords de séparation de biens qu'il avait ignorés ou feint d'oublier. Le gîte n'était pas à lui. Le toit sous lequel il dormait m'appartenait. L'entreprise qu'il prévoyait d'agrandir après le mariage? Elle avait été bâtie avec mon investissement initial et était ma propriété exclusive bien avant que la trahison ne commence. Les statuts étaient clairs. Stéphane n'était qu'un gérant, révocable à tout moment. Les murmures se sont répandus comme une traînée de poudre. Les visages se sont figés. La confiance arrogante s'est effondrée en quelques secondes. La mère de Stéphane cherchait des réponses inexistantes autour d'elle, paniquée. Ses parents évitaient mon regard, honteux. Le sourire de Manon, la mariée triomphante, a disparu lentement pour laisser place à l'horreur. Stéphane a pâli, livide, incapable de prononcer un mot, réalisant trop tard que la femme qu'il avait sous-estimée détenait le pouvoir dont il s'était moqué. Il avait bâti sa nouvelle vie sur du sable, sur mon terrain, avec mon argent. Je suis resté là, ferme, pendant que leur image parfaite se fissurait devant tous ceux qui, une heure plus tôt, me jugeaient. La justice est arrivée silencieusement, sans insulte, sans mots grossiers. La vérité n'a pas besoin de volume pour être entendue. Les agents de sécurité du gîte se sont approchés. Pas pour moi, mais pour ceux de la famille qui, pris de panique,
tentait d'interrompre le processus légal, criant au scandale. La célébration s'est arrêtée net. La musique s'est tue. Ce qui restait, c'était la réalité crue exposée sous les lumières brillantes des lustres. Je n'ai ressenti aucune joie malsaine devant leur humiliation. Juste un immense soulagement. Mon silence avait enfin un sens. Les mêmes personnes qui m'avaient effacé voyaient maintenant le contrôle leur échapper totalement. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement observé la vérité s'installer, sachant que ce moment resterait gravé en eux pour toujours. Ce mariage, qui était destiné à me détruire publiquement, est devenu le lieu où les mensonges ont pris fin et où la justice a poussé son premier cri. J'ai prouvé que la patience n'est pas de la faiblesse, et que le silence est parfois la préparation la plus solide pour la vérité. Alors que la salle plongeait dans la stupeur, j'ai choisi la dignité plutôt que le bruit. La force plutôt que la colère. Je me suis retourné, sans proférer une seule insulte, sans verser une seule larme. J'ai marché vers la sortie, passant devant des visages commotionnés, passant devant Stéphane qui réalisait qu'il n'était rien sans moi, passant devant cette famille qui m'avait trahi pour son confort matériel. En un instant, ils avaient tout perdu, le contrôle, la réputation, la sécurité financière. Moi, je récupérais ce qui avait toujours été à moi, ma voix, ma vérité, et mes biens. Dehors, l'air de la Provence semblait plus léger. Le parfum des pins et de la terre chaude m'a accueilli. C'était comme si des années de douleur avaient enfin lâché prise. J'ai compris que la justice n'arrive pas toujours dans le chaos. Parfois, elle arrive silencieusement et laisse des cicatrices durables là où habitaient les mensonges. Je n'avais pas détruit leur mariage, j'avais mis fin à mon silence. Je n'avais pas cherché la vengeance, j'avais révélé la réalité. Ce jour-là, j'ai cessé d'être la femme qu'ils avaient effacée. Je suis devenue Valérie, la femme qui a survécu à la trahison, qui a affronté la vérité et qui a avancé vers sa 2CV, libre, complète et sans peur. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, et je suis parti, laissant derrière moi le gîte et ses occupants face à leur propre ruine.